Il est 20h19, merci d'être avec nous. Live 365, 20h minuit, samedi, dimanche, 4h de direct pour faire le tour de l'actu sport. On va parler foot US, football américain. C'est la deuxième journée du championnat de France ce week-end. C'était d'ailleurs la deuxième journée avec 4 matchs au programme et notamment les Spartiates d'Amiens, les tenants du titre qui ont enregistré une deuxième défaite, deuxième revers en 2 matchs. Avec nous pour en parler, Thomas Depape. Bonsoir. Bonsoir. Thomas. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Force and Goal, bien sûr, le magazine du foot US en France. Thomas, on va revenir avec vous sur les 4 rencontres du week-end, notamment entre les Kangourous de Pessac et, on l'a dit, les Spartiates d'Amiens. Victoire du Pro Bout, donc victoire de Pessac. Et puis le champion en titre qui enregistre une deuxième défaite en 2 matchs. Tout à fait. On s'attendait à une saison un peu difficile pour les Spartiates, on ne l'a jamais caché. C'est vrai que c'est une équipe qui a eu un gros turnover, beaucoup de départs cette année. 11 joueurs qui sont partis, 9 défenseurs qui sont partis, ça fait mal sur un effectif de 11. Et là, sur ce match-là, ils ont joué aussi de malchance parce qu'ils perdent pas mal de monde. La défense de Pessac a fait un solide match. C'est clairement la défense qui a été gagnée, avec en particulier Anthony Chéron qui fait 4 sacs. Derrière, pour les Spartiates, ce qui n'est pas bon signe, c'est que leur QB américain s'est blessé au coude. Son remplaçant, qui était Paul Durand, qui est le joueur qui a été élu l'année dernière meilleur joueur français de l'année. Donc c'est pas n'importe qui, c'est lui blessé au poignet. Là, c'est plus compromis pour sa saison parce qu'a priori, ça serait une fracture. Donc on va dire pour Spartiates, l'année galère va commencer et elle risque de se poursuivre encore quelques semaines, contrairement à Pessac qui lui est un promu tout en muscle cette année. Oui, Pessac qui s'impose donc face au champion en titre. On parle du champion en titre, on va parler donc de l'ancien finaliste de l'année dernière, puisqu'Amiens s'était imposé face aux Black Panthers de Toulon. C'était la finale du casque de diamant de l'année dernière. Les Black Panthers de Toulon qui avaient perdu le week-end dernier, qui ont de nouveau perdu. Alors j'ai envie de dire que c'est pas l'année de ceux qui ont réussi la saison passée. Les Black Panthers qui ont perdu face aux Cougars de Saint-Ouen, mais qui ont perdu sur le fil, Olivier. Thomas, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'était un match qui est peut-être le plus haletant du week-end qu'on a eu. C'est vrai que la semaine dernière, les Black Panthers avaient perdu de très peu. Là, ils perdent encore de très peu. Ça se joue sur peu de choses. Ça se joue sur un enchaînement que réussissent bien les Cougars, puisqu'ils marquent derrière et ils ont l'opportunité de gagner les Black Panthers en faisant défiler la montre. Malheureusement, un turnover, c'est-à-dire qu'ils perdent la balle, la défense la recouvre, et derrière, Mark Verica, qui est le quarterback américain, un solide quarterback des Cougars, se fait plaisir, remonte le terrain et Sébastien Torel marque au sol. Donc on va dire les Black Panthers, ça fait 2 fois qu'ils se font avoir vraiment sur le fil. On sent que c'est une équipe qui va monter en puissance, on le sait, c'est une équipe qui aime bien jouer du jeu physique, du jeu dur. Ils ont un peu malchance là sur 2 matchs. En face, les 2 équipes n'ont pas démérité, ont clairement été chercher leur victoire aussi. En tout cas, c'est vrai que ce qu'on voit sur le papier, c'est que le champion en titre et le finaliste de la saison passée ont perdu leurs 2 premiers matchs sur les 2 premiers week-ends du championnat de France. Je rappelle que lorsque vous avez vu TD sur nos infographies, c'est bien sûr pour touchdown dans le résumé des matchs préparés par Thomas Depape. Et puis quand il prononce QB, c'est pour quarterback. On va passer la 3e rencontre que l'on a choisie, la 3e rencontre du week-end. C'était une rencontre entre 2 outsiders, puisque le Flash de la Courneuve recevait les Dauphins de Nice. Les Dauphins de Nice, on en avait déjà parlé, une équipe jeune qui avait gagné d'ailleurs les championnats de France junior les 2 dernières années, me semble-t-il. 2 outsiders et pas de victoire. C'est un match nul qui est venu entériner cette rencontre. Voilà, alors, contrairement au football européen comme on connaît, c'est assez rare de voir des matchs nuls en football américain. Maintenant, en championnat de France, quand on est en saison régulière, il n'y a pas de play-off. Là, le match s'est joué sur un score de 20 partout. On va dire que c'était un peu sous la neige dans le 93. Les défenses ont vraiment brillé de part et d'autre. La défense des Dauphins fait forte impression. La défense de la Courneuve est en train aussi de monter en puissance. Donc, on peut supposer que voilà, ces 2 outsiders qui se sont rencontrés, les attaques ont eu un peu plus de mal. La Courneuve donne 3 fois le ballon à son adversaire. Ça fait 6 interceptions pour le quarterback du Flash. 6 interceptions, ça fait beaucoup quand même sur une saison, donc on va voir comment ça va tourner. Et le match se joue en fait vraiment là aussi dans les dernières secondes, puisque les Dauphins marquent un essai, et quand ils marquent un essai, ils ont comme en rugby un coup de pied à passer pour faire une transformation. S'ils passent ce coup de pied, ils gagnent le match, et là la défense de la Courneuve bloque le coup de pied. Le coup de pied ne passe pas, et la défense de la Courneuve sauve le match, puisque voilà, un match nul, c'est pas un bon résultat pour personne. Un match nul, c'est comme dans tous les sports. Maintenant, on va dire que
voilà, les deux équipes se sont bien neutralisées. C'était une belle rencontre. Quand on dit que la défense a bloqué le coup de pied, ça se passe comment? Il se jette sur le ballon en fait? Voilà, tout à fait. C'est pas exactement comme au rugby, je prenais l'analogie, puisque là, le coup de pied est tapé juste en face des poteaux. On n'a pas, où qu'on est marqué, on se met vraiment en face des poteaux. Et là, on a les deux lignes qui s'opposent. Donc la ligne défensive a pénétré, a réussi à traverser la ligne offensive et à aller chercher le ballon avant qu'il soit remis sur le kicker, donc la personne qui frappe. Parce que c'est la ligne offensive qui transmet le ballon au frappeur, et alors qu'en rugby, le ballon est déjà posé et la personne s'élance. D'accord, donc le temps que la ligne offensive se retourne pour donner au kicker, la ligne défensive du Flash de Grenoble a réussi à rentrer et à gêner le coup de pied. Voilà, tout à fait. Mais c'est un exploit qu'on ne voit pas toutes les semaines, hein. C'est une vraie grosse performance. C'est vrai que le Flash, les Dauphins pensaient avoir fait le plus dur. C'est-à-dire qu'ils ont mal joué leur combinaison, les Niçois? Non, pas du tout. C'est la défense du Flash qui est passée devant. Et c'est vrai que je pense que les Dauphins espéraient avoir gagné ce match-là. On va dire que le Flash a évité de le perdre. Merci beaucoup Thomas. On termine avec la rencontre entre les Templiers d'Élincourt, là aussi un autre promu comme Pessac, les Templiers d'Élincourt qui recevaient les Centaures de Grenoble, et c'est Grenoble qui a reçu puisque les Centaures ont enregistré de nouvelles défaites, deuxième défaite en 2 matchs. Le promu, les Templiers d'Élincourt qui s'impose et d'ailleurs qui là pour le coup remporte une deuxième victoire en 2 rencontres. Tout à fait. Alors sur le Grenoble, j'ai bien compris que c'était une équipe que vous suiviez. C'est vrai que ça risque d'être une année un peu longue pour eux. Le gros fait du match, ça a été l'interception de Mike Douglas, qu'il retourne sur quasiment 70 yards, c'est-à-dire qu'en gros, il traverse les 2 tiers du terrain. C'est un ballon qui est un peu touché, il l'intercepte, il fait 1m90, c'est un gros gabarit, 130 kg, et il arrive quand même à remonter à la course, il lâche tout le monde, et il va retourner le TD. Ça a été vraiment une action intéressante dans le match. Après, on va dire que défensivement, les Templiers sont solides. On va dire que les Centaures ont eu vraiment du problème face à eux. Mais c'est surtout l'attaque après des Templiers qui a pris son ascendant après un début de match un peu raté, on va dire. Derrière, ils ont pris l'ascendant et là, c'était du haut-l'air, comme on peut dire. C'est-à-dire que tout en aérien, quasiment. Et c'est rentré. C'est vrai que le QB américain a 3 bons receveurs, 3 solides receveurs. Hein, et il en a profité, il les a allumés les uns après les autres et tous ont marqué. Donc c'est vrai que c'était du football intéressant. Pas forcément un match serré, mais un match intéressant aussi pour les Templiers qui se placent avec cette victoire en tête de l'élite. Merci beaucoup Thomas. Effectivement, les Templiers d'Élincourt en tête du championnat élite, en tête du championnat dans lequel les équipes sont en lice pour remporter le casque de diamant. C'est une mini-surprise, on va le dire comme ça. Alors forcément, c'est le début de saison. Il y a toujours comme ça des perfs qui parfois ne durent pas. En tout cas, si on fait un point sur le classement, après 2 week-ends du championnat de France de foot américain, si on fait un point sur le classement que l'on va découvrir dans quelques instants, eh bien, les Templiers d'Élincourt sont en tête. Voilà, et on a 2 promus aux 2 premières places, ce qui n'était pas... 2 promus aux 2 premières places, c'est une grosse surprise du coup. Tout à fait, c'est vrai qu'on a 2 promus aux 2 premières places. Si on s'était rencontrés il y a 3 semaines, vous ne m'auriez pas annoncé ça? J'aurais mis une petite pièce sur les kangourous, certainement, mais sur les Templiers, c'était plus difficile de le prévoir. Les kangourous de Pessac, ils ont fait une bonne saison l'année dernière. Alors, ils sont champions en titre, ils sont champions en D2, ils ont gagné assez facilement. C'est une équipe qui dispose d'un pôle espoir. Donc un pôle espoir, c'est un peu l'équivalent de Clairefontaine en football. Oui, parce qu'il y a peu de centres de formation dans le foot, si on le rappelle. Hein. Je crois que le Flash de la Courneuve en a un. Alors en fait, il y a surtout, là, c'est plus des pôles dans le sens, l'équipe pour préparer à l'équipe de France. Donc il y a 3 pôles en France. Amiens qui en a un, le Kangourou de Pessac qui en a un, et les Canonniers de Toulon qui sont en D2. Donc c'est des clubs où on forme les jeunes, entre guillemets, où les meilleurs joueurs viennent. Ils ne jouent pas forcément avec le club le week-end. Ils peuvent repartir dans leur club d'origine. C'est un système vraiment presque de l'internat, on va dire, hein, quelque chose de sportif. Là, c'est vrai que les kangourous, à force, ça leur crée une discipline de travail. C'est vrai qu'on a une équipe qui arrive à maturité physique, à maturité technique, et qui a l'habitude de se connaître, qui joue bien. Puis ils ont 2 imports américains qui se sont bien adaptés au climat du Médoc, et ça leur fait toujours du bien. Comment on explique qu'il n'y ait pas de pôle espoir en région parisienne? C'est une volonté de la fédération de décentraliser les pôles espoirs. Vous l'avez dit, donc Amiens, Pessac et Toulon, c'est pour essayer de faire rayonner cette discipline, de toucher le plus grand nombre de gens, de ne pas en faire une discipline parisienne? Alors après, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. C'est vrai qu'un pôle espoir, c'est beaucoup d'argent. Donc il faut aussi des financements publics de la part des régions, de la part des communes. Après, on va dire que sur la région parisienne, on a le 93 avec le comité départemental qui est très structuré. Le Flash de la Courneuve qui est plutôt une des locomotives du football, comme a pu l'être les Argonautes dans la zone sud. Le Flash sort beaucoup de joueurs. Il a une équipe junior qui l'année dernière a remporté le championnat en ne perdant aucun match. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un pôle espoir en région parisienne parce qu'il y a le Flash qui va... Alors,
drainer du monde. Voilà, difficile à dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a des équipes qui sortent des joueurs. Voilà, tout à fait. Et le Flash a un rôle un petit peu aussi de formateur, puisque des joueurs peuvent passer par chez lui, repartir dans leur club d'origine. Le Flash est un des clubs, on va dire, en junior, qui se met au niveau, alors c'est pas le seul, mais qui se met au niveau des pôles, puisqu'ils font à peu près 4 entraînements par semaine en junior, plus des entraînements de musculation. C'est pas le lot de tous les clubs, surtout quand on est junior. Et c'est vrai que voilà, le Flash essaye de tirer. C'est un peu le contre-exemple, on va dire, des pôles. Les pôles sont beaucoup montrés pour leur qualité d'entraînement. Le Flash a aussi une bonne qualité d'entraînement, des structures assez solides. Maintenant, ce n'est pas le seul club en France. Il y a beaucoup de clubs qui progressent. Et je pense que le sport ne s'en tirera que mieux parce que de toute façon, l'avenir, c'est les cadets, c'est les minimes, c'est les juniors. Et donc, c'est tout ça qui va nous monter sur des clubs d'élite avec un championnat plus ouvert, de meilleur niveau. Et on le voit, il est assez équilibré, le championnat cette année. Donc, Merci beaucoup Thomas. On jette un coup d'œil avant de retrouver le Flash Info de la rédaction sur le classement. De nouveau, le classement après 2 journées du championnat de foot US, le foot américain en France. 2e journée ce week-end. Et donc, eh bien, les Templiers d'Elancourt qui sont en tête devant les Kangourous de Pessac. 2 promus aux 2 premières places pour les 2 premières journées. Vous allez le découvrir dans un instant. Ça y est, le classement du championnat de foot US, le foot élite en France. On rappelle que ça a démarré le week-end dernier. Ça dure pour la saison régulière jusqu'en mai. Pour la saison régulière jusqu'en mai, la finale après se fait à Charletti au début de l'été. Donc c'est un spectacle estival, souvent sous le beau temps. Donc on espère que cette année, ça nous fera une belle finale. Puis Charletti, c'est vrai que c'est agréable pour pas mal de gens. C'est sur Paris, mais c'est vrai que ça permet de voir beaucoup de monde. Merci beaucoup Thomas De Pape. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Force & Goal. Le magazine Force & Goal, bien sûr, le magazine du foot US en France. Le prochain numéro, vous avez encore le dossier. Vous pouvez nous révéler le dossier qui va sortir Justement, on va faire un dossier sur les pôles espoirs et sur la formation en France, puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Et puis, c'est vrai que nos juniors vont aller au championnat d'Europe en Russie cet été. Donc, c'est vrai que c'est aussi un moyen de montrer, de faire un coup de projecteur, on va dire, sur les juniors, les bleuets, comme on pourrait dire. Donc c'est un peu l'idée de présenter les pôles et le travail qui est accompli, sachant que, comme je dis, il y a des clubs qui travaillent très bien sans les pôles. C'est pas opposer 2 systèmes, c'est de montrer que 2 systèmes existent et que ces 2 systèmes contribuent à notre force du football. Merci beaucoup Thomas De Pape. C'était le quart d'heure foot US dans le Live 365 du dimanche soir. 2e journée du championnat de France de foot US ce week-end. Allez, il est l'heure tout de suite du Flash Info de la rédac en 3-6-5 secondes.